La France a pris conscience avec les attentats de janvier 2015 qu'un poison mortel se répand depuis des années dans la société. La jeunesse se radicalise, devenant de plus en plus perméable au discours des terroristes qui instrumentalisent la religion musulmane. Le message de ce discours radical passe par Internet et s'immisce dans n'importe quelle famille française. Des parents ordinaires assistent impuissants à la dérive de leurs adolescents qui veulent donner un sens à leur existence et partir en Syrie. Et cette sélection, elle prendra seulement les véridiques. Et cette sélection, Allah il est en train de le faire. Allah, il est en train de le faire. L'engrenage dans lequel les enfants risquent de tomber est très difficile à détecter. Le ministère de l'Intérieur a mis en place un dispositif pour sensibiliser, aider les familles et empêcher les jeunes de sortir du territoire français. Grâce à un numéro vert, plus d'une centaine de parents ont donné l'alerte pour sauver leurs enfants. Parmi eux, Rachel, Cathy, Samy, Nora et Laurie. Ils ont entre 15 et 17 ans. Ils ont grandi dans des familles unies. Ils sont juifs, athées, chrétiens, musulmans. Ils sont français de toutes les origines sociales et viennent de toutes les régions. Samy, 15 ans, a grandi dans le sud-ouest de la France, dans une famille modeste et soudée. Il n'avait jamais quitté ses parents avant de partir en Syrie, un des pays les plus dangereux au monde. C'est un des 3 mineurs qui a eu la chance de revenir après 3 semaines qui ont duré pour lui une éternité. À mon arrivée en Syrie, je me suis rendu compte que la réalité, elle était vraiment pas là. La seule réalité qui s'est confirmée, c'était sur ce qui se passait au niveau du génocide. Et ça m'a vraiment traumatisé. Et j'ai été surpris d'apprendre où est-ce que j'étais arrivé et ce qu'on allait nous faire. On commençait le matin par la prière. Ensuite, on faisait du nettoyage à l'intérieur, on ramassait les déchets. Au fur et à mesure du temps, on a commencé à nous demander, j'ai compris qu'on allait commencer à nous demander un peu plus. Donc c'est à ce moment-là que je me suis remis en question et que j'ai commencé à vouloir rentrer chez moi. J'ai pris contact avec ma famille et je leur ai dit que je voulais plus, que je voulais rentrer. Et ça n'a vraiment pas été facile pour négocier et pour pouvoir rentrer chez moi. 15 ans. Elle avait 15 ans quand elle est partie. Et on imaginait toujours le pire. Mais franchement, on n'avait jamais pensé à la Syrie. C'est son cœur qui l'a trahi en fin de compte. Fouad est le grand frère de Nora, 15 ans. Comme chaque jour, sa petite sœur est sortie de chez elle pour aller au lycée. Mais ce matin-là, elle répondait à l'appel des terroristes qui lui avaient fait miroiter un travail dans un orphelinat. Nora avait toujours dit qu'elle serait médecin au service des plus pauvres. On l'avait tout le temps au téléphone, on l'avait tout le temps sur Facebook, tout ça. Elle m'avait dit, ouais, ne t'inquiète pas pour nous, après je suis à Alep, je suis heureuse ici, et je vais enfin aider les enfants syriens. Et de toute façon, je ne reviendrai plus jamais en France dans cette terre de pervers, de mécréants, de pauvres, tout tralala. On dit pourquoi? Elle dit, ouais, parce que je suis venu aussi pour faire la hijra en Syrie. C'est-à-dire de partir d'une terre mécréante, entre guillemets, faire une terre musulmane. À partir de mi-mars, dès qu'elle nous a appelé, qu'elle pleurait, qu'elle a craqué, elle a dit ouais, tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on m'a dit, c'était tout faux. Je suis au milieu d'hypocrites, de lâches, de menteurs, de barbares, c'est que des monstres. La disparition de Nora a brisé le cœur de ses parents aimants. Le père, maçon à la retraite, vend la maison de famille au Maroc et s'endette. Il fait promettre à Fouad, son fils aîné, de retrouver Nora, séquestrée par ses fanatiques. Officiellement, 28 filles et 26 garçons mineurs sont aux mains des terroristes. Mais les associations en dénombrent plus du double. Internet et les réseaux sociaux permettent de toucher les jeunes, même dans les régions les plus reculées. Ils se radicalisent dans le plus grand secret. L'embrigadement touche des adolescents qui sont en quête de repères et cherchent à donner un sens à leur vie. Denis est boulanger en Savoie. Ce père de famille athée, alerté par le changement de personnalité de sa fille Cathy,
découvre son embrigadement sur son compte Facebook. Cathy est en contact avec des jeunes filles de son âge qui se présentent comme des sœurs et n'ont qu'une idée en tête, renforcer l'endoctrinement de leur nouvelle recrue pour mériter d'aller au paradis. Il ne faut pas avoir peur. Plus ta foi augmentera, moins tu auras peur. On sait qu'on doit partir un jour ou l'autre. On est juste de passage, on est là pour adorer rien qu'Allah. Oui, tu as tout à fait raison. Merci pour ces conseils. Voilà, ça fait plaisir. Je croyais pas en la société. Donc du coup, je voulais juste être utile contre la société. Pour moi, j'étais dans la vérité et j'allais prendre le bon chemin à 17 ans. Un dimanche soir, on regardait les informations, on mangeait, et puis le soir où il y a eu l'attentat au musée juif à Bruxelles, donc ils en parlent aux informations, ça s'était passé dans l'après-midi. J'ai levé la tête et je l'ai vu sourire devant les informations, devant ce qui s'était passé à Bruxelles. Donc là, il y a eu un stop, ouais. Je lui ai demandé pourquoi elle riait. Alors bon, elle m'a dit qu'elle riait pour autre chose. Et puis au fur et à mesure, ça en est arrivé à me dire que c'était tous des sionistes, qu'à chaque fois qu'il y avait un juif qui avait un attentat contre les juifs, de toute façon, il se relevait toujours. Enfin, il y a eu tout un tas de trucs et c'est monté très très vite en puissance. Le jour où il y avait un Palestinien qui mourait, on n'en faisait pas un plat, et que dès qu'il y avait un juif qui mourait, on en faisait toute une histoire. Le sentiment qui m'animait, c'était la haine. Enfin, c'est clair maintenant, parce que vu que j'avais pas confiance en mes parents, enfin, j'avais confiance en personne en fait. Donc, je méprisais tout le monde et ouais, c'était vraiment la haine, vu que j'avais la haine du monde extérieur, du pays où je vivais, pratiquement du monde où je vivais. Elle avait un regard de... Enfin bon, à expliquer, c'est compliqué parce que c'est... Vous avez vu, j'ai plus eu ma fille devant moi, quoi. Moi, il y a eu un soir où elle est venue dans la cuisine me voir. Elle m'a fait, ouais, mais ces termes, c'était t'es le papa le plus merveilleux au monde. Je t'aime, papa. Et alors là, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Parce que jamais elle a fait ça. Et c'est... alors, on l'interprète très rapidement autrement. On se dit, ouais, elle va partir et on sait pas trop ce qui se passe là. Et puis vous dormez plus la nuit, vous avez envie de vous coucher devant la porte d'entrée en fait. Moi, pour peu, j'avoue que je m'assoupissais parce que à un moment donné, vous tombez, et ben j'avais l'impression d'entendre les clés dans la porte d'entrée. Vous êtes là, vous écoutez si ça respire, s'il y a quelqu'un, et puis vous êtes tellement angoissé, vous vivez avec la peur au ventre. Alors j'ai fait le numéro vert et parallèlement j'ai contacté le CPDC en envoyant un email à Dounia Bouzar en expliquant ce qui s'était passé chez moi. Et le soir, il m'a téléphoné, il pleurait comme un bébé. Il n'arrivait pas à respirer, il était étouffé par ses sanglots. Il m'a dit, j'ai trouvé 3 niqabs, et j'ai trouvé 3 niqabs, et j'ai trouvé 3 niqabs. Et c'est tout ce qu'il est arrivé à me dire. Dounia Bouzar est contactée par de nombreuses familles. Devant l'ampleur de la demande, elle a créé avec d'autres experts le CPDSI, le Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam. Cette ancienne éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse, devenue anthropologue, travaille sur le phénomène de l'endoctrinement des jeunes depuis plus de 10 ans. Pour moi, c'était normal de plus sortir, de rester chez moi. Tu te rends compte qu'ils sont arrivés à te couper en combien de temps? 2 mois? Ouais, 2-3 mois, ouais. 2-3 mois. Ouais. Ils sont arrivés à te couper tes anciens amis, de l'univers des adultes autour de toi, des activités, de tes parents. Ils sont arrivés à te faire gravir, à te mettre seul au monde, juste par Internet, en 2-3 mois. Les parents de Cathy ont été extrêmement réactifs. Mais les prédateurs utilisent aussi le téléphone dont ils équipent leurs victimes. Dans le nord de la France, Annette soupçonne sa fille Rachel, 15 ans, d'être sous l'emprise d'un réseau intéressé par la fortune de la famille. Elle intercepte les conversations téléphoniques de Rachel, découvre son embrigadement et prévient la police. Ouais. Oui. Tu veux parler de quoi? Ce que tu veux. Ce que tu veux. Et quand tu parles, tu mets toujours ta main devant ta bouche. Parce que sinon, il y a le diable qui rentre. Ça, je le sais.
ce que t'es. Machallah. Dans tout ce que tu fais, c'est bien. Continue comme ça. Baisse pas les bras avec tes parents, avec ta famille. Allah le voit. Dans tous les cas, je suis là pour toi. Tu sais très bien. T'as besoin de moi, je suis là. Je te soutiendrai quand il arrive. C'est mignon. Tu veux te marier à quel âge? 18. Toi? Moi, le plus vite possible. C'est qui la princesse? Moi? L'emprise mentale est d'autant plus forte qu'elle se double d'une entreprise de séduction amoureuse. Tout comme Rachel, Laurie, 15 ans, vit dans une petite ville de province. Elle a tenté plusieurs fois de partir en Syrie. Ses parents, commerçants, ont alerté les gendarmes, qui ont pu la rattraper à temps. C'est tout un dispositif de lutte contre l'endoctrinement qui est mis en place par le ministère de l'Intérieur. Dounia Bouzar en est un maillon central. Mais comment tu dirais que ils t'ont pris dans leur maille comme ça, progressivement? Comment ça s'est passé au tout début? Ils sont venus me parler sur Facebook. Ils ont vu que je voulais faire aide-soignante pour aider les autres dans les pays musulmans comme l'Afghanistan et tout. Puis après, ils m'ont parlé de religion en me disant que j'étais l'élu, que des choses comme ça, qu'il fallait que... C'est pas grave, tu peux pleurer. Qu'il fallait que je parte aider les autres, accomplir la mission qu'Allah nous avait donnée, qu'on n'était pas beaucoup sur tout le peuple musulman, que Allah nous avait choisi, donc il fallait qu'on l'accomplisse de suite, et qu'il fallait aller chercher le paradis aussi. Ouais. Et donc, oui, donc je voulais de suite partir, du coup, après. T'étais dans l'optique d'aller te battre? Ah oui, sur la fin, moi, c'était ça, c'était il faut que j'aille me battre. Il faut que j'aille aider ces pauvres Syriens, voilà, il faut que j'aille mourir en martyr. Ouais. C'est la seule issue, voilà. T'avais combien de personnes qui te parlaient? J'en avais beaucoup, beaucoup. Au début, c'était que des hommes, après, c'était des femmes aussi qui s'y mettaient, mais c'était... Il y a plus d'une cinquantaine qui sont venus me parler, quoi. C'est comme du harcèlement. Oui, parce qu'ils m'avaient dit d'acheter un petit téléphone comme ça, Ouais. à recharge, comme ça ils pouvaient m'appeler dessus. D'accord. C'était en carte, ils t'avaient demandé, pour pas Comme pouvoir ça. être repérés. Voilà. Ils savaient qu'ils étaient surveillés. Et qu'est-ce qu'ils auraient fait de moi aussi? Ouais. Est-ce qu'ils m'auraient envoyé au combat? Est-ce qu'ils m'auraient marié avec je sais pas combien d'hommes? Il s'adresse à des jeunes hypersensibles. C'est la seule caractéristique commune de tous nos jeunes. Ils sont des jeunes qui se sont posés des questions sur le sens de l'existence, la justice. Et ils disent à ce jeune, le décalage que tu ressens avec les autres, le sentiment de malaise que tu as avec tes parents, ta petite copine, tes profs qui te comprennent jamais. Ce sentiment de malaise, en fait, c'est la preuve que Dieu t'a élu, t'a choisi, parce que tu es supérieur au reste du monde. Et tu as une mission. À La Méno, quartier populaire de Strasbourg, les terroristes ont attiré en Syrie 4 amis d'enfance ayant atteint la majorité. La mort de 2 d'entre eux et l'emprisonnement à leur retour en France des 2 autres sont vécus comme autant de traumatismes dans un quartier où tout le monde a grandi ensemble. Pour lutter contre les prédateurs, une dizaine d'associations aussi bien laïques que religieuses se sont regroupées spontanément en collectif pour protéger les enfants du quartier. Au-delà du combat qu'on mène contre ces djihadistes, ces recruteurs potentiels, parce qu'on est en train de leur arracher ces jeunes, pour revenir à notre slogan « Touchez pas à nos jeunes », qu'on avait fait l'origine de la manif, je crois que sans parler des causes de tout ça, on ne peut pas trop avancer. Quand on a toute une génération qui ne se sent pas français, qui se sent même sacrifié à des fins politiques, ben, qu'est-ce qu'on arrive à des jeunes qui disent finalement je ne serai jamais français, je ne serai jamais reconnu. On me pointe toujours du doigt pour ce que je suis, enfant d'immigrés, arabes, musulmans, je cumule les handicaps sociaux. C'est aussi pour moi ce qui a dicté la volonté de certains jeunes de partir. Parce qu'ils n'avaient pas le sentiment, ici, dans cette société française, d'être utile, d'être connu. Il y a, dans notre société, un problème, une barrière, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. On cherche toujours à comprendre que ce que ces recruteurs, les gens qui endoctrinent cette jeunesse, qu'est-ce qu'on leur dit? Mais on leur a sûrement raconté quelque chose qui est lié avec la valorisation, avec l'argent. Exactement. Le dialogue, là où il s'installe, c'est dans la durée.
C'est dans la durée. Nous, il faut qu'on le fasse tant que parents. Ça se fait dès le début. Par exemple, ils cherchent du boulot, et s'ils voient qu'il n'y a pas à chercher de boulot, où t'en es, ce qui s'est passé, est-ce que tu as des difficultés, comment je peux t'aider, Il y a ce dialogue-là. Il faut déclencher la parole en famille. Parce que ces jeunes, ils sont coupés et des familles, et de la société, et des écoles. Tu imagines le travail? Oui, je sais. Malheureusement, c'est ça. Conscient de l'impact énorme de la propagande sur Internet, le collectif met en place un espace de discussion pour que les jeunes développent leur esprit critique et prennent conscience de la manipulation. Les réunions sont préparées par le collectif et encadrées par Ahmed, l'animateur du quartier, et Saliou Faye, éducateur et imam. Cette fois-ci, l'invité est un Syrien, exilé politique, qui a créé une association humanitaire à Strasbourg. Certains jeunes ont refusé de paraître à l'image. Lorsqu'on a rempli par exemple le camion, on a besoin des gens pour changer le camion. Qui peut le faire? Des jeunes. Donc chaque fois je fais appel pour que les jeunes viennent nous aider pour la Syrie. C'est ça pour moi la vraie aide pour les Syriens. Lorsque vous donnez un cahier pour un enfant syrien au Liban, c'est ça le djihad pour moi. C'est ça le djihad. Vous nous dites que le plus important pour les enfants qui sont au Liban ou en Syrie, soi-disant le plus grand djihad, c'est de leur donner un cahier. Oui. Qu'est-ce qu'un enfant va faire avec un cahier? Oui. Sous les bombardements. Apprendre à écrire, à lire. Tu veux une génération sans savoir lire et écrire? C'est quoi ce phénomène à l'heure actuelle? L'éducation. Enfin, c'est pas l'éducation générale, hein, avec un grand E, c'est l'éducation scolaire. Pourquoi scolaire? Mes parents, ils m'ont saoulé avec l'éducation scolaire. Et moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Parce que pour moi, c'est quoi ce phénomène? Attends. Je m'appelle Mohamed. J'habite à la mine. Ma seule, unique chance en France pour réussir dans ce bled, pour avoir ma place, c'est d'avoir des diplômes. J'aimerais bien que les enfants issus de l'immigration prennent leur place et ne soient pas aux marges de la société française. Et comment on peut être dans la société française? C'est grâce à l'école. Et comment on peut affronter les autres? C'est grâce à l'école. Donc je suis d'accord 100% avec tes parents. Il y a un rapport qui est fait sur les enfants de Gaza. Ils sont tous choqués psychologiquement là-bas. On leur refuse des jouets. Quand il dit un cahier, c'est-à-dire que voilà, le laisser s'épanouir au final. De toute façon, de toute manière, l'histoire elle est fausse. Qu'est-ce qu'on vous raconte qui est faux? L'histoire en général, l'histoire des peuples, l'histoire du monde, qu'est-ce qui s'est passé, ça ici. Donc maintenant, il faut aussi se réveiller et il faut vraiment anticiper. Il faut se dire que voilà, ce qui se passe avec l'État islamique, ce que dit BFM, ce que dit ETélé et ce que dit TF1, c'est faux. Attends, mon frère, ce qu'ils disent de vrai ou faux, c'est leur affaire. Moi, qu'est-ce que je dois faire de vrai? Dans ma tête, dans mon cœur, dans mon action, dans mon travail, qu'est-ce que je peux apporter à moi, pour moi-même, pour ma famille, pour la société, là où je vis? Je te dis de chercher quelque chose de vrai en toi-même. Il faut que tu fasses djihad à l'intérieur. Parce que tu as des pulsions, tu as des désirs, tu as des plaisirs qui te poussent vers le mal. Tu combats tout ça pour que tu sois quelqu'un qui voit les choses de façon juste. Mais les jeunes endoctrinés sont fermés à la parole des adultes. Se croyant détenteurs de la seule vérité portée par leur gourou, ils contestent la légitimité du discours religieux et les valeurs portées par la société. Nous, on est dans la vérité et on ne peut pas se détacher de ça en une seconde et se dire ah bah en fait non, je suis bête. Enfin, c'est pas possible. Les gens qui m'ont endoctriné me disaient des paroles gentilles, ils étaient toujours là pour moi, ils me réconfortaient. Si j'avais un souci, ils me conseillaient, donc voilà. Ils abusaient en fait de ma naïveté. Il lui est obligatoire de quitter ce pays, même s'il doit pour cela désobéir à ses parents. L'obéissance à Allah passe en premier. Les prédateurs profitent de la jeunesse et de l'inexpérience de leurs victimes. Rachel parle des nuits entières avec cet homme qu'elle n'a jamais rencontré, mais qui l'a contacté par Facebook. À bout de force, elle finit par se soumettre à son prétendu amoureux. Oui. Si tu me baratinais, tu m'offrirais pas un Blackberry. C'est Randia le matériel. Tu dépenserais pas des thunes pour moi. C'est Randia l'argent. Si. Non, c'est Randia du tout. Si. Si. Dis non. D'accord. Je suis fort. Hein.
Et t'es bête. Ah oui. T'es énervé? Oui. C'était juste pour faire un test. Pour que tu te méfies des gens. Parce que moi, je te mentirai jamais. Allah le voit, tu sais. Quand le gourou a placé la jeune fille dans un état de soumission, dépassée par les émotions qu'elle éprouve pour lui, il l'isole des autres pour que seule compte la haine de sa vie passée, les peurs de déplaire à Dieu et d'être brûlée vive en enfer. Le quotidien de la jeune fille est désormais rythmé par des ablutions, des formules à réciter de jour et de nuit, autant de bonnes actions pour mériter le paradis. À l'écoute des conversations téléphoniques, le juge des enfants a reconnu l'endoctrinement de Rachel. Mais la police n'a pas démantelé le réseau. La famille décide de déménager dans une autre ville. Annette, avocate réputée de confession juive, souhaite que Dounia Bouzar prenne en charge sa fille Rachel, qui se radicalise chaque jour davantage et passe ses week-ends dans une mosquée clandestine. Parce que vous avez compris le principe, hein. Ils essayent de la mettre en rupture avec tous ses interlocuteurs et ils essayent de l'enlever de la filiation familiale pour la mettre dans une espèce de filiation mythique, sacrée, comme si en fait on lui reformait une famille avec ce groupe endoctrinant et qu'elle faisait partie d'eux. Et évidemment, ils vont essayer de remplacer son identité à elle par l'identité du groupe. C'est le groupe qui va penser à sa place, c'est le groupe qui va la définir à sa place. On s'était dit la dernière fois que vous alliez passer en boucle le film donc de sa bat mitzvah. Est-ce que ça, vous avez eu l'impression qu'à un moment, il y a quand même quelque chose qui s'est éveillé? Parce qu'elle y tenait à cette cérémonie, c'est elle qui l'a demandé. Oui. Non, en fait, j'ai effectivement passé le film, mais elle s'est sauvée au bout de quelques minutes en me disant qu'elle ne voulait plus voir ça. Donc ça l'a touchée. Ça l'a touchée, mais elle a refusé de le voir. Oui, elle a refusé de le voir parce qu'elle sait que ça va la toucher. Probablement. Parce que ça remet en place quand même quelque chose de l'ordre de l'histoire de la famille. Oui. Et du coup, elle se protège. On va peut-être envisager une intervention alors, parce que il faut absolument qu'elle se replace dans son histoire familiale. Les interventions du CPDSI permettent de reconnecter l'enfant à son histoire familiale et à son environnement. Pour cela, il faut d'abord analyser la personnalité de l'adolescent et les mécanismes psychologiques qui l'ont fait basculer dans l'emprise mentale. Au cours de ses recherches, Dounia a découvert que les jeunes en quête de sens trouvent sur Internet des personnages auxquels ils s'identifient. Mère Teresa, qui va sauver des vies. Le porteur d'eau, toujours prêt à aider les autres. Lancelot, ce chevalier au grand cœur. Zeus, celui qui veut en découdre, plus fort que tous les autres. Selon le rapport du CPDSI, pour faciliter la projection, les terroristes utilisent les codes et les personnages de jeux vidéo, Call of Duty et Assassin's Creed. Pour les aider à reprendre prise avec la réalité, Dounia fait parler les jeunes victimes de l'endoctrinement. C'est un long travail de reconstruction. Laurie n'a toujours pas réussi à retirer son voile. Elle qui croyait pouvoir devenir Mère Teresa se rend compte finalement qu'elle a été manipulée par les terroristes à des fins abjectes. C'est très dur. Ouais. C'est un tunnel à traverser pour revenir dans le monde réel. Ouais. Et tu es seule à le traverser. Même si vous êtes plusieurs. Et tous les cauchemars, tout. Parce que toutes ces vidéos, voilà. Bien sûr. Et on fait que pleurer. Oui. Qu'avant, moi, les vidéos, non, je pleurais pas, je pleurais plus. On parlait, voilà, non, je pleurais plus. C'était devenu normal les têtes coupées. Oui. Ouais, c'est normalisé. Voilà, c'était bien fait pour eux, ils ont qu'à pas faire ça au peuple syrien. Ouais. Ils vous ont appris à déshumaniser les autres, à considérer des hommes et des femmes plus comme des hommes et des femmes, c'est-à-dire à considérer une partie des gens comme si c'était plus des êtres humains, de façon à ce que vous puissiez faire des horreurs aussi sur ceux qui font des horreurs. Ouais. C'est la chaîne de l'horreur. Voilà, c'est toi tu fais, donc je te fais. C'est la chaîne de la déshumanisation. Ouais. Je me rappelle quand on t'a vu la première fois, un des déclics aussi, on avait même réussi à rire au milieu des larmes. Tu avais dit qu'il voulait t'épouser mais te faire un enfant tout de suite pour qu'en arrivant en Syrie, tu sois déjà enceinte. Oui. Et qu'il voulait te faire attendre le temps de t'engrosser en Turquie. Oui. Et là, tu avais eu un moment de lumière
Et t'avais dit, je veux bien me marier avec un inconnu par Skype, mais quand même pas faire un enfant avec un homme que je connais pas. Et j'avais dit, comme quoi il te restait un petit peu de cerveau actif. Nora, 15 ans, est retenue prisonnière en Syrie. Elle veut rentrer en France et appelle au secours sa famille. Fouad, son grand frère, redoute qu'elle ne soit mariée de force à un combattant. Il quitte son travail de chauffeur poids lourd pour aller la chercher. Il réussit à la localiser et établir un rapport de confiance avec ses geôliers, des terroristes français. Il entreprend alors le voyage en Syrie. Je suis rentré en contact avec l'émir. Il m'a dit comme quoi il n'y avait pas de problème. Et si tu veux récupérer ta sœur, tu pourras la récupérer. Le jeudi soir, l'émir il me dit viens, on va aller voir ta sœur. Dès qu'elle m'a vu, elle a couru, et puis moi j'ai sauté dessus. On n'arrêtait pas de se serrer fort. Puis elle voulait plus me lâcher, je voulais plus la lâcher, puis on n'arrêtait pas de pleurer. On n'a même pas parlé. On n'a même pas dit un seul mot. C'était, franchement, tout ce qu'on ressentait, c'était encore plus fort que les mots. C'est le meilleur moment de ma vie, ça. Ça, je l'oublierai jamais. Puis après, on s'est assis, elle me tenait fort elle me tenait ma main très fort, puis de temps en temps, elle me prenait dans ses bras, puis je la prenais dans mes bras. Puis elle m'embrassait à chaque fois, elle a tout le temps m'embrassé. Puis moi, j'ai embrassé aussi, pareil. Ça. Franchement, c'était magnifique. C'est le seul moment où j'avais beaucoup d'espoir de la récupérer. Pour moi, c'était sûr que j'allais la récupérer. Et là, l'émir, il me dit, ouais, maintenant, faut qu'on repart. J'ai dit, comment ça se fait, je m'avais ramené 23h30 et je vois ma soeur même pas une demi-heure, puis il faut que je retourne. Et tu vois, mais t'auras le temps de la revoir plus tard. Donc ma soeur, je l'ai vue jeudi une demi-heure, puis je l'ai vue vendredi 2 minutes. Après, j'ai passé la journée de samedi, il m'a dit que j'allais la voir, puis j'ai pas vu. Dimanche, pareil. Lundi, pareil. Mardi, pareil. Et mardi soir, on me dit, ouais, le passeur il va arriver, faut que tu repartes. C'est tout. Après, je suis reparti. Seul, sans ma soeur. Ça, c'était vraiment dur. Mais malheureusement, il n'y a pas une seule fille qui est revenue de Syrie. Vivante. Quand je regarde bien, c'est qu'on mène une guerre, franchement. C'est vraiment une guerre. Des fois, on gagne des batailles, puis des fois, on perd. Mais là, il faut tout faire pour gagner la guerre. Fouad a intégré l'équipe de Dounia Bouzar pour sauver des jeunes filles qui auraient pu être sa petite sœur. Les aider lui permet de tenir. À mesure qu'on déconstruit leurs procédures, à mesure, ils s'adaptent. Dounia Bouzar et son équipe s'occupent de plus d'une centaine de jeunes. Une réunion est organisée avec ses partenaires des différents ministères concernés par la prévention et la lutte contre les sectes. Sont conviés également les associations de victimes, les juges et des psychologues. Dounia Bouzar leur présente les résultats de ses dernières recherches sur le processus d'endoctrinement mis au point par les terroristes. Cette histoire de théorie du complot, là je vais ralentir. Ils arrivent à mener des jeunes à se mettre sur Internet avec une succession d'étapes qui vont partir de la lutte des injustices. C'est vraiment le départ de beaucoup, notamment des filles. La première étape des vidéos, c'est vraiment persuader la jeune qu'elle vit dans un monde de mensonges. Il y a des reportages sur les vaccins, il y a des reportages sur la nourriture. C'est des vidéos que nous-mêmes, nous pourrions regarder. Sauf que par le lien de YouTube, l'accumulation des liens met quand même le jeune dans une première étape, dans une vision du monde où on te cache la vérité dans ce monde corrompu. C'est d'autant plus fort qu'il est dans le fauteuil de sa chambre, dans un univers qu'il connaît, en complète sécurité, avec ses jouets autour. Bien. La deuxième étape qu'on a repérée, c'est de se dire aux jeunes, ce n'est pas simplement des mensonges, c'est un véritable complot.
C'est-à-dire qu'il y a des organisations secrètes de puissants qui dirigent le monde et qui vont finalement esclavager puis éliminer toutes les populations du monde et garder le pouvoir chez eux. D'abord, seul tu dois rejeter le monde réel pour t'en sortir, première étape. Deuxième étape, tu dois avoir une confrontation définitive avec le monde réel pour sauver le monde. C'est ça le basculement. Et après, évidemment, la dernière étape, c'est avec quoi? Avec le vrai islam. Parce que seul l'islam est capable de lutter contre le diable. C'est une théorie qui, enfin je veux dire, c'est un mode d'état d'esprit qu'on reconnaît, je suis content qu'on en parle, qu'on reconnaît dans tous les groupes apocalyptiques. L'apocalypse, elle est demain. Et demain, ben, vous l'avez, alors aussi bien chez des chrétiens fondamentalistes, des témoins de Jéhovah, des littéralistes. Mais en fait, pour eux, la preuve que la fin du temps, la fin du monde arrive maintenant, c'est le fait que Bachar el-Assad ait gazé sa population sans que les autres pays bougent. L'absence d'intervention des pays occidentaux en Syrie, le conflit israélo-palestinien, la guerre en Irak et l'ingérence américaine sont autant de situations géopolitiques vécues comme injustes et humiliantes que les terroristes utilisent pour faire venir à eux des combattants du monde entier. Pour renforcer leur action de prévention, l'imam Saliou Faye et Mohamed Benazouz, le porte-parole du collectif de la Méno, rencontrent un chercheur qui revient de Syrie et d'Irak. Dès lors que vous rejoignez l'État islamique, vous êtes affecté sous la surveillance d'un émir, donc qui agit comme un officier, qui a des sous-officiers dans le groupe et qui a un droit de vie et de mort sur vous. Et qui n'hésite pas à vous exécuter si vous désobéissez. Moi, je pense qu'il faut vraiment analyser ces groupes comme des groupes politiques. Ils ont un programme politique, ils ont une rationalité, même dans la violence. Tuer des gens, faire des décapitations, crucifier certains membres des communautés, etc. Et quand le jeune volontaire va voir que l'État islamique est obligé de se protéger de la population syrienne, c'est là, en général, où il y a un déclic qui se passe. Et le type se dit « Ah, je suis peut-être pas dans le bon groupe pour combattre. Je suis peut-être pas venu au bon endroit. » C'est ce que réalise Samy, 15 ans. Mais franchir une frontière en temps de guerre s'avère compliqué. Prendre son courage à deux mains, refaire le chemin inverse, à travers les champs sous les tirs des gardes frontières turcs, en plein champ, en plein bout. Il fallait le voir dans quel état il était quand il est revenu. Ce n'était pas beau à voir. C'est limite, il me dit, papa, j'ai failli faire demi-tour. Je ne pouvais plus. On me tirait dessus. Il pleurait. Le père de Samy est le premier à avoir alerté les autorités et dénoncé la facilité avec laquelle les jeunes mineurs français sortaient du territoire. Depuis, un dispositif de contrôle est instauré, mais uniquement si les parents signalent leurs enfants. De retour en France, Samy est immédiatement mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Son avocate reprend les éléments du dossier. C'était quand j'étais interrogé en garde à vue au commissariat et qu'ils m'ont fait prendre connaissance des faits de quoi j'étais accusé. Et j'étais vraiment, mais j'en revenais pas qu'il y ait une qualification de terrorisme. Donc c'est-à-dire que j'ai demandé aux gendarmes si ça n'avait pas une erreur et il m'a dit que c'était juste que j'étais présumé, quoi. C'était pas pour moi c'était vraiment quelque chose de dur. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce qu'on me reprochait et l'ampleur que ça avait pris. D'accord. Il y a un petit peu une dichotomie entre ce jeune qui se présente avec cet aspect lisse, sans acte de délinquance, en amont, une famille aimante, entourante, toujours bien intégré. Il a été délégué de sa classe, il l'est encore aujourd'hui. Donc pour vous dire la confiance que l'on met en ce jeune. Nous n'avons pas dans le dossier la moindre preuve que ce jeune ait suivi un entraînement. Nous n'avons pas la moindre preuve que ce jeune ait pris les armes. À aucun moment ça n'est arrivé. Et d'ailleurs, s'il est allé là-bas, c'est parce que le discours qu'on lui a tenu au départ sur Internet n'était absolument pas celui-là. La justice a besoin de temps pour faire la distinction entre la victime de secte et le vrai terroriste. Sur leur profil Facebook, les jeunes posent la plupart du temps une arme à la main. Difficile de savoir alors s'ils se sont inventés un personnage ou s'ils ont vraiment basculé dans la violence. Tant que l'enquête judiciaire n'a pas abouti, la justice préfère le plus souvent maintenir les jeunes derrière les barreaux. Pourtant, ceux qui expriment le regret d'être partis en Syrie pourraient peut-être témoigner et participer à la prévention. Ces personnes justifient d'une prise en charge très lourde, pour laquelle nous ne sommes pas nécessairement les pays occidentaux organisés, pour lesquels il va falloir s'organiser, se préparer. Ça veut dire mobilisation de compétences
hospitalière, psychiatrique, un accompagnement au long cours pour essayer de reconstruire des personnes qui ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes, détruites psychologiquement et physiquement. C'est un chantier qui est ouvert et qui implique une très forte mobilisation de notre part. La déradicalisation dans les prisons, la prise en charge psychologique et psychiatrique des plus fragiles, la judiciarisation des cas les plus criminels, tout ça c'est une mobilisation générale de l'État, de ses administrations, de ses compétences et de nos services de renseignement qu'il faut armer pour leur permettre de faire face à cette situation de façon efficace. Nora, 15 ans, prisonnière en Syrie, est soupçonnée d'être terroriste par la justice française. Elle connaîtrait le même sort que Samy si elle rentrait en France. Son père, son frère et son avocat se battent pour que la justice lui reconnaisse le statut de victime séquestrée. Vous avez remarqué quand même, la famille est partie 2 fois en Syrie. Ils ont pu rencontrer Nora 2 fois, tout seuls, avec leurs petits moyens. Donc ils sont arrivés à localiser, ils sont arrivés à identifier qui la détenait. Donc ce que un père et un fils peuvent faire, comment un pays avec ses moyens diplomatiques, politiques, militaires, ne peut pas faire. Ils auraient pu largement éviter le départ de ma sœur. Soit dans le train, soit à l'aéroport. On ne demanderait pas la lune, juste de l'arrêter à la frontière. Malheureusement, ils n'ont pas été capables de le faire. On va pas là-bas en touriste. Tout le monde sait que ceux qui vont à Taï, c'est pour aller en Syrie. Et je crois que le cas Nora, il faut l'étendre à tous les adolescents. Tous ceux qui portent en Syrie. Il faut qu'on se pose des questions. Je crois qu'il y a des relations diplomatiques entre la France et la Turquie. Est-ce qu'on ne peut pas penser à un instant que des accords diplomatiques fassent que le gouvernement français demande que tous les mineurs qui atterriraient sur le sol turc sans être accompagnés des parents puissent être rapatriés dans les meilleurs délais sur le territoire français. Je pense que ça serait quand même une convention qui serait simple à arrêter. Il faudrait quand même qu'on reconnaisse que l'État français et que le président de la République considère aujourd'hui que Nora est un otage. Rachel est elle aussi plus que jamais objet de manipulation. Son gourou l'amène insidieusement sur le terrain du terrorisme et d'un départ proche. Ouais. Oui. Les vrais musulmans ne devraient pas habiter en France. Ils devraient partir. Ouais. Mais bon. Après ça, il faut avoir le courage. Toi, pour ta belle amie, elle est bien ou pas? Je sais pas, j'ai pas d'avis. Il y a des gens, ils disent, il est pas bien. Moi, on m'a dit qu'il avait fait plein de trucs en Afghanistan et tout. Ben Laden, je trouve que c'est même lui le Mahdi, tu vois. Je trouve que c'est peut-être lui, tu vois. Parce que lui, c'est un de ces hommes. Il est courageux de fou. Tu savais, lui, il avait une fortune. Il avait une fortune de fou, Vraiment, c'était un homme. C'était l'un des hommes les plus riches du monde. Lui, il a fait quoi? Il a laissé tout son argent pour aller faire le djihad, pour aller défendre l'islam. Et les gens, ils disent quoi? Ouais, Ben Laden, c'est un terroriste, je sais pas quoi. L'endoctrinement s'accompagne d'une addiction à Internet. Plus le temps passe, plus il est difficile de retrouver la vraie personnalité de l'adolescent. Une des jeunes filles a rechuté. Dounia et son équipe se réunissent en urgence. Dès la première fois qu'elle s'est reconnectée, elle a revacillé. Hein. C'est comme un alcoolique qui a senti l'odeur c'est ça. C'est quand les parents ils n'arrivent pas à tenir l'interdiction d'Internet, parce que là, elle avait l'interdiction du juge des enfants. Hein. Ah mais pareil, il faut pas d'effort. Hein. Je laisse faire. C'est-à-dire, je pense que les parents, ils ont tellement l'impression d'avoir perdu leur fille que c'est plus elle, que du coup, ils osent plus lui dire non, tu vois. Voilà. Je me demande si on ferait pas, si le juge l'accepte, si on ferait pas une descente surprise chez elle, débarquer chez elle et refaire le lien entre les parents et elle. Parce que de toute façon, si ça passe pas par les parents, on pourra pas la réhumaniser. Hein. Non. C'est terminé. Hein. Ah, et puis lui faire oublier son amour de jeunesse, là,
Son amour virtuel, parce qu'elle l'a jamais vu quand même, ce mec. Hein. Elle avait même rigolé en disant, pour le mariage, quand tu lui as dit c'est quoi la dot qu'il te proposait, comment ça un mariage par Skype, c'est quoi ce délire, un mariage par Skype? Elle t'avait répondu, il m'a proposé une Kalachnikov et un bébé chat. Ouais. Qu'on était tous en fou rire, tellement c'était surréaliste et ridicule. Si les discours radicaux ont pu jusqu'à présent circuler si librement dans la société française, c'est que les pouvoirs publics et les médias, par ignorance, par désintérêt ou au nom de la liberté de conscience, n'ont pas fait la différence entre le vrai islam et cette dérive sectaire. Dans le quartier de la Méno à Strasbourg, les communautés religieuses ont créé un jardin interreligieux, symbole de leur fraternité. Le problème, c'est que personne peut-être ne demande aux jeunes de dire mais c'est quoi ton besoin en vrai? J'écoute ta radicalité, elle m'énerve d'une certaine manière, je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça, mais c'est quoi ton besoin? Prêtres, rabbins, pasteurs et imams transmettent d'une seule voix la différence entre la secte, qui isole du reste de la société, et la religion, qui relie les personnes entre elles. Et quelle que soit la lecture qu'on a, il faut mettre devant soi l'objectif de Dieu, l'objectif du Coran. C'est faire le bien. C'est être au service de l'humain. C'est de faire rayonner la terre. C'est l'objectif. Donc, quelle que soit la lecture qu'on fait, si cette lecture est contraire à l'objectif, ça veut dire qu'on a fait une lecture non pas à l'endroit, mais à l'envers. Je dis ça aux jeunes, hein. Quand on est dans un pays, on grandit là, hein, on grandit là, on fait ses études, on travaille là. Est-ce que c'est le pays de quelqu'un d'autre que toi? C'est ton pays à toi. Il faut l'aimer, il faut développer, participer au développement de ce pays-là où tu es. Donc il faut tout faire pour être citoyen à part entière de ce pays-là où tu vis. Je demande de personne de nier ses origines. On a beaucoup de choses à faire au niveau d'éducation des enfants. On a beaucoup de choses à faire pour les accompagner à l'accès à l'emploi, pour les accompagner donc à la réussite scolaire et professionnelle. C'est notre devoir à nous. Vous pouvez être utile pour la société. Votre mission, votre rôle, c'est ça. C'est pas autre chose. Fouad continue d'espérer le retour de Nora, dont l'état psychologique se détériore. Il va rencontrer les jeunes de la Méno. L'imam Saliou Faye et Mohamed Benazouz lui ont demandé de répondre aux questions des jeunes. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Très bien, merci. Bonjour. Ça va? J'ai entendu aussi parler qu'il y a certains jeunes qui errent en Turquie. Oui, il y en a beaucoup. Et pourquoi ils restent en Turquie? Ils ont peur de revenir en France, d'aller en prison. C'est incroyable, hein? Ouais. Si. C'est pour ça, c'est tout ce qu'on leur dit sur Facebook, tout est faux. Et en plus, le pire, c'est ceux qui les recrutent. Eux, c'est les pires des délinquants. Pire des délinquants, ouais. Et vous savez, la personne qui a recruté ma sœur, c'est un Malien. Il était en prison pour trafic de drogue. À sa permission, il est parti en Syrie. Au début, ils avaient beaucoup d'argent. Ceux qui étaient chez Daesh, c'était les rois du pétrole. Mais en ce moment, ceux qui sont chez Daesh, ils vivent la misère. Maintenant, ils recrutent à fond, mais c'est que de la chair à canon. Ils recrutent à fond. Avant, si tu voulais pas combattre, tu combattais pas. Tu pouvais rester 1 an en Syrie sans combattre. Mais maintenant, c'est obligatoire. Franchement, c'est dur. J'avais tellement de questions à lui poser. J'ai même pas pu les poser.
Après, on commençait à discuter. Après, à chaque fois, elle me faisait ça. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle me faisait ça, puis en face, il y avait une caméra en train de filmer. Tout ce qu'elle disait, c'était contrôlé. C'est l'émotion, on va chercher de l'eau. Ce qui me fait pleurer, c'est qu'ici, on croit que là-bas, c'est le paradis. Alors tout ce qu'on dit ici, ça n'a rien à voir avec la vérité. C'est totalement faux. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Il faut vraiment se méfier, parce que eux, là-bas, ce qu'ils veulent, c'est se marier. J'ai aussi un faux compte, moi, de filles. Je reçois 15 demandes de mariage par jour. 15 demandes de mariage. Hein. Et quand ils vous disent de venir, c'est pas pour vos beaux yeux. Hein. Parce qu'il n'y a pas de femmes là-bas. Eux, c'est avoir des meufs, c'est tout. Quand j'étais sur Atmé, les mecs, ils faisaient quoi de leur journée? Mais avant, c'était super Atmé. Toute leur journée, ce qu'ils faisaient, ils mangeaient des pizzas, allaient sur Internet. Ils faisaient que ça, draguer. Ils recrutaient un maximum les filles. Ils faisaient que ça. C'était le but. C'est que le but. Si vous croyez que vous allez trouver le prince charmant là-bas, c'est totalement faux. Ouais, c'est marrant. Mais j'aurais bien voulu te voir en Syrie. Je crois pas que tu aurais rigolé comme ça. Mais je rigole pas comme ça. Non, mais non, il y en a beaucoup qui ont rigolé comme ça. Il faut les voir maintenant là-bas en Syrie. Il y a même des gamines de 14 ans. Il y a une fille, Sarah, 14 ans. Elle aussi, elle a cru qu'elle allait faire là-bas de l'humanitaire. 14 ans, ils l'ont mariée, elle n'a jamais voulu se marier. Et vous savez combien de fois elle a été mariée, la fille? 7 fois. Une fille de 14 ans ici qui va accepter d'être mariée, je ne le vois pas. Il s'agit de viol. Il viole les filles, il faut le dire. Il n'y a pas de mariage. La meilleure des terres d'Allah, c'est la terre du Shem. D'accord? Le prophète, il a dit ça dans un hadith authentique par Abu Daoud. La meilleure des terres d'Allah, c'est le Shem. Et c'est là qu'il réunira le meilleur de ses hommes. Et ça, c'est des hadiths, tu peux pas les contredire. Ni moi, ni personne. Personne n'y peut le retaper à sa source, je sais pas quoi. Attends, j'accepte tout le temps. Attends, calme-toi. T'as étudié l'islam où? Juste réponds-moi, et si tu me réponds vraiment. J'ai un Coran, j'ai les hadiths, ça me suffit. Ok, j'ai une question à vous tous. De qui on prend la religion? De qui est-ce qu'on prend les mathématiques? Est-ce que moi, je suis étudiant en L2, études islamiques, et je suis étudiant en L2, éco-gestion. Est-ce que maintenant je peux vous expliquer des maths? Non. Pourquoi non? C'est pas ma spécialité. Mais la religion, c'est la même chose, c'est des sciences. De qui est-ce qu'on prend la religion? La religion, on l'apprend des gens qui ont vraiment étudié la religion. Si on parle de quelque chose, il faut le connaître du début jusqu'à la fin. Ça, c'est pas la peine de parler. Ça sert à rien d'aller sur Facebook. Pour faire simple, on a Bachar el-Assad, d'accord, qui a une certaine autorité, un certain pouvoir armé. Face à lui, on a minimum, même quelqu'un qui a le même pouvoir politique, armé, financé que le sien. La situation sera pire pour les Syriens. C'est ça le problème. Pour moi, c'est une guerre civile entre des musulmans. Chacun se sert de la religion pour asseoir son pouvoir. Et c'est point tout. C'est pas plus compliqué que ça. La Syrie, c'était un pays magnifique. Ils ont tout détruit. Et tu savais, ils ont fait du sang. n'existe plus. La mosquée des Omeyyades, ils l'ont massacrée. Et t'as vu, tu savais que... La mosquée de Khaled ibn Walid, où il y a le tombeau, ils l'ont massacré. À l'issue d'un véritable travail d'accompagnement sur plusieurs mois, Dounia retrouve Cathy, qui n'est pas partie en Syrie et qui renoue avec ses études. C'était la première qu'on a sauvée et ça m'a marqué parce que tes yeux ils étaient dans le vide. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu découvrais avoir été berné et c'était dur en fait. Hein. Oui, c'était dur parce que je m'y attendais pas et je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas réel, c'est un cauchemar. Quand j'ai vu mes parents pleurer, je voyais qu'ils étaient, voilà, on était là pour moi et pour nous parce que voilà, ça a déchiré quand même pas mal de choses. Et c'est vrai que quand je les ai vus tristes, ça m'a fait mal pour eux. Donc je me suis dit si on est là, c'est pour une bonne raison. L'amour de mes parents, c'est quelque chose de super important. Ça m'a vraiment sauvée. S'ils n'avaient pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. La chaîne qui s'est faite au début n'a fait que s'amplifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans les 10 jeunes filles qu'on a réussi à sortir de là, elles sont des maillons fiables de la chaîne humaine, puisque maintenant, elles sont en veille, naturellement. Donc, on a sauvé 10 vies grâce aux 10 jeunes filles à qui on a sauvé la vie. Leurs mamans, qui sont dans toute la France, elles nous appellent régulièrement. Certaines viennent demain en formation.
avec notre équipe parce qu'elles veulent prendre le relais et entre mamans, elles s'aident à tenir. Les papas, c'est pareil. Donc, c'est ça qui nous donne la force, c'est qu'on est tous liés les uns aux autres. Si on a un qui s'écroule, si on a un qui se recule, eh ben toute la chaîne s'effondre. Donc, une fois qu'on s'est donné la main, on est lié à la mort, à la vie, parce qu'on prend aussi beaucoup de risques. On va pas mentir. C'est nous qui empêchons de partir, les mineurs et les filles. Et eux le savent. Et on leur dit droit dans les yeux. Il n'y a plus aucune mineure qui partira chez vous. Il n'y en a plus une qui explosera. Et il n'y en a plus une que vous épouserez de force. Et on l'assume. Et on gagnera. Cathy, Laurie, Rachel, Samy et Nora sont comme tous les jeunes de leur âge, en quête d'un idéal qui donnerait sens à leur vie. Comment leur redonner espoir? Comment construire un nouveau projet de société généreux où ils puissent avoir leur place? C'est un énorme défi. Quels que soient nos âges, nos origines et nos croyances, en tant que citoyens, nous sommes tous concernés. Nora est toujours en Syrie. Rachel est restée en France grâce à la ténacité de sa mère. Laurie participe à la chaîne humaine pour empêcher d'autres jeunes de partir. Samy est en attente de son procès. Cathy a définitivement tourné la page.